De Jacques Mereuil et Georges Lieferman, les catcheurs. Le catch des années 60 et 70 avait ses gueules, ses stars. Ils étaient à l'époque des personnages hors normes qui formaient une confrérie entre sport et showbiz. Tous se revendiquaient lutteurs et avaient un si grand sens du spectacle que certains se firent remarquer ailleurs que sur les rings. Ce fut le cas de Lino Ventura, qui fut révélé dans Touchez pas au Grisby et qui devint un premier rôle dans la peau du gorille. Ma vie ne dépendait pas de ça. Alors ça fait que j'ai fait ça décontracté. Et ce qui fait peut-être que ça a marché comme ça, parce que je pense que, comme tout à chacun, si ce jour-là j'avais attendu après ça, si la vie est comme ça, des fois elle est cruelle, des fois elle est ridicule, mais j'en avais pas besoin, alors ça a marché. Et je suis sûr que si à cette époque-là j'en avais eu besoin, ça aurait pas marché. Heureusement en tout cas que les gens sur le plateau n'ont pas ri. Parce que ce que vous faites dans les films, vous êtes également tout à fait capable de le faire dans la vie. Non. Vous avez des débuts assez brutaux dans la vie. En fait, autre chose. Vous avez été catcheur. Entre autres. Toujours les métiers où on cogne. Et on reçoit aussi. Il dort le gros con. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et toi, Raoul Wolfeni? Champion lui aussi de lutte gréco-romaine, reconverti au catch, Henry Kogan a multiplié les second rôles de truand dans Pas de pitié pour les caves, L'œil du monocle ou Le Pacha. Ses retrouvailles avec Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs le laissèrent KO. Lino Ventura n'avait pas oublié que son adversaire sur le ring lui avait fracturé la jambe. Bobby Duranton n'a pas connu la même carrière que Lino Ventura. Il a quand même participé à une scène culte du cinéma français. Dans Le Cornio, il se retrouve sous la douche auprès de Louis de Funès, auquel il semble faire des avances. Robert Duranton a tenu d'autres petits rôles dans Le Casse ou Les Aventures de Rabbi Jacob. La story de Maurice Tillet n'est pas banale non plus. Ce catcheur, né en Oural pour certains et en France pour d'autres, souffrait d'une maladie qui lui déformait le visage. Il a fait de son handicap la clé de son succès aux États-Unis, où il s'était exilé. Maurice Tillet maîtrisait, dit-on, une dizaine de langues et avait aussi des dispositions pour l'écriture. De l'autre côté de l'Atlantique, il est devenu un véritable phénomène au point d'avoir son buste exposé dans un musée dédié au catch. Plusieurs sites internet proposent des comparatifs qui accréditent cette thèse. Sur son lit mort, Maurice Tillet aurait donné son accord pour que son profil si particulier lui offre une seconde vie à Hollywood. La dramaturgie du catch a toujours reposé sur la lutte simpliste et morale à souhait des bons contre les méchants. Du blanc, l'ange blanc, contre le noir, le bourreau de Béthune. Comme l'agneau qui tête encore, comme l'oiseau qui sort du nid, comme la fleur qui vient d'éclore, on est aussi gentils, mais on nous crache à la figure, on nous crie les mots malfaisants. Et il faut bien que l'on endure ce long calvaire, cette torture, mon Dieu, que le monde est méchant. Aïe, 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 il en faut offrir en silence. Aïe, 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 et pleurer tout ça bien souvent. Aïe, 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 plaignez notre existence. Aïe, 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 mon Dieu que le monde est méchant. On n'est pas beau, c'est pas notre faute. Qui est très gentil, Les gentils, qui c'est qui est très méchant, les méchants, qui a tous les premiers prix, les gentils, qui roupille au dernier rang, les méchants.
économies, Les gentils, et qui gaspille son argent. les méchants, Qui c'est qui vend des fusils? les gentils, Qui c'est qui se retrouve devant? les méchants. C'est comme un guignol, spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie, Les gentils, pour qui t'as un gros penchant, les méchants, c'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Oh! Ils font l'amour le samedi, les gentils, ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils crèveront le cul béni, les gentils. Dans ces années florissantes, mais de plus en plus loin des vertus originelles de la lutte, le catch s'est plu à exhiber des phénomènes de foire. Dans la ménagerie, pas loin de rivaliser avec celle du film américain culte Fricks, se côtoyaient les géants, les nains, ou le Congolais Mboaba et son boa. À l'approche du déclin, le catch se déclina aussi sur l'eau, et les femmes furent invitées à exposer d'autres attributs, leurs seins en l'occurrence, loin, très loin, là aussi, de tout esthétisme. Il n'y avait qu'une seule chaîne, et elle était en noir et blanc. La télévision s'est emparée du catch pour étoffer ses programmes le samedi soir. Avec beaucoup de second degré, deux voix ont popularisé le catch, celle de Thierry Roland et surtout celle de Roger Couder. Coup de pied dans le dos. Langevin a bloqué la prise. Il envoie une manchette. Il tombe avec lui d'ailleurs car elle était très appuyée. Pareil Groggy, il est tombé avec lui. Jack Murs, qui avait aussi pour nom de ring Jack Barfield, est ce que l'on appelle un bon témoin. La programmation d'un gala de catch à l'hippodrome de Reims a réveillé chez lui quelques souvenirs. La mémoire de son beau-frère, Roland Daumal, et celle de tous ses potes, Daniel Schmidt, avec lequel il fut très lié, et les autres. Jack Murs s'exprime avec sa gouaille, son argot, sans se forcer, ni être dupe de ce que les anecdotes ont apporté à la grande histoire d'un sport qui réclamait d'être à la fois un lutteur professionnel et un artiste. Le catch des années 60, c'était plus tourné vers la lutte. Tous les lutteurs de cette époque-là, ils sortaient de la lutte amateur. Et ils se sont mis au catch tout doucement. Voilà, mais enfin, c'était des lutteurs, au départ, des lutteurs amateurs. Vous allez arbitrer un match à ce gala? Je vais arbitrer un match pour faire plaisir aux collègues qui viennent. Là. Et au niveau de la qualité des combattants, il y aura du niveau samedi soir. Il y a du haut niveau parce que il y a un lutteur qui travaille encore un petit peu, il est un petit peu plus jeune que moi, Claude Roca, et il faisait partie du Time Le Petit Prince. D'accord. Donc il faisait les matchs à 4 avec Le Petit Prince. Et Le Petit Prince malheureusement est décédé voilà plusieurs années. Eh bien, il faisait chaud là-dessous. On n'a plus l'habitude. Parce que j'habitais dans le 4e canton et on n'était pas loin du cirque. Et quand j'étais môme, j'entendais les hurlements du cirque. Puisque j'étais au 2e étage et il y avait la lumière du cirque derrière la rue, comment on l'appelle, la rue du Mont-d'Arène, rue du Mont-d'Arène, rue de Courcelles. Alors on voyait la lumière du stade et j'ai dit peut-être qu'un jour je vais peut-être aller là-dedans. Et à l'époque c'était mon beau-frère Roland Daumal qui a démarré, c'était dans les années 48 et il a été champion d'Europe de poids léger. Alors j'ai souvenir de ces hurlements.
Et après, en tant que catcheur, des grandes soirées auxquelles vous avez participé? Des grandes soirées, j'ai participé, oui, bien sûr. J'ai lutté Gilbert Leduc, qui était très connu. J'ai lutté Ben Chemoul, Duranton. Lino Ventura a lutté contre mon beau-frère, Orlando Mal. Et Jacques, qu'est-ce que tu penses justement de la nouvelle génération de catcheurs, qu'ils soient américains ou français? Les Américains travaillent très très bien. On ne peut pas leur reprocher ça. Mais en France, il y a des gens qui veulent essayer de les égaler et ils n'y arriveront quasi jamais. Pourquoi? Parce qu'on a faute de moyens? Parce que pour faire ce métier, il faut déjà avoir de la gueule. Si on n'a pas de gueule, qu'on ne fait pas voir, si on ne s'extériorise pas, quand on fait une prise, il faut souffrir, mais il ne faut pas non plus en rajouter de trop. Trop de cinéma alors? Voilà, il ne faut pas faire trop de cinéma. Voilà. D'accord. Puis quand on se met des coups, il faut les mettre. On sait les recevoir, on sait les donner, mais on les met. Voilà. Il ne faut pas se mettre, comme on dit, des coups de gants de toilette. Parce que sinon... Alors, on s'entraînait Okay. là. Il y a à peu près 3 ans que j'ai retiré le ring. Il était tout là, 25 mètres carrés de ring là. Et tout autour, après les murs, c'était tous des affiches. Des affiches de vos combats? Des affiches de tous mes combats, oui. Oui, oui. Et donc vous avez rendu cette salle maintenant, ce n'est plus... Maintenant, c'est un peu le fourre-tout, quoi. Et pour mettre les baguettes à pêche, et pour bricoler un petit peu, souder les bricoles quand j'ai de la soudure à faire. Vous vous entraîniez tous les jours ici? La peinture. On s'entraînait tous les jours, oui. Ah oui. Et vous combattiez parfois ici? On s'entraînait 4 heures. Non, c'était juste les entraînements. Ouais. Si Jack Murs vit une retraite paisible dans son pavillon de Tinqueux près de Reims, où il lui arrive encore il y a quelque temps de faire des prises en pleine nuit, si René Benchemoul est décédé à 85 ans, et René Daumal à 92, la vie des catcheurs recèle des dernières prises parfois dramatiques. Le propre fils de Jack, Gérard, est devenu handicapé après une blessure à la colonne vertébrale. Le petit prince, Daniel Dubaï, pour l'état civil, s'est éteint à 62 ans, en Thaïlande, où il rêvait de fonder une école de catch. Souffrant de gigantisme, le géant Ferret, qui devint une star aux États-Unis, au moins à l'égal de Hulk Hogan, son rival, Jean Ferret s'est éteint à 46 ans. Son acromégalie n'a pas permis à Maurice Tillier de vivre au-delà de 51 ans. C'est un cancer du dos qui a eu raison du bureau de Béthune à 77 ans.